Plus que jamais, vous avez besoin de communiquer et de partager. Découvrez Media Business Center. Tout d'abord, Média. Nous réalisons avec vous une vidéo de présentation au format court, 1 minute, face caméra, afin de présenter votre activité. Nous vous invitons ensuite à participer à des émissions thématiques pour échanger, interagir avec d'autres chefs d'entreprise. Aussi, nous vous proposons de réaliser vos propres émissions afin de continuer à entretenir vos relations professionnelles dans votre propre réseau d'affaires. Business, nous accompagnons votre entreprise tout au long des différentes phases de développement, suivi administratif, formation, recrutement, recherche de financement et levée de fonds pour les startups. Center, situé en cœur de ville, nous sommes un véritable pivot pour générer des contacts ciblés de qualité afin de développer vos affaires. Dès maintenant, valorisez-vous et votre entreprise avec Media Business Center. Plus que jamais. Vous étiez nombreuses et nombreux à bénéficier de l'offre de lancement de Media Business Center. Je tiens à vous remercier personnellement pour tous vos retours positifs concernant cette vidéo. Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier d'une vidéo de présentation courte face caméra de votre entreprise, contactez-nous dès maintenant car l'offre est valable jusqu'à la fin de cette année. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère, pour votre prochain créneau de tournage.
action. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à toutes et à tous de répondre présent pour cette émission, cette spéciale, les clés du succès. Alors ce soir, nous allons accueillir dans ce Media Business Center, nous allons accueillir des personnes qui ont connu à leur manière le succès. Alors tout d'abord, nous accueillons Aline Peugeot, qui est auteure, conférencière TEDx et également consultante en développement personnel. Donc Aline, au cours de cette émission, vous donnera toutes les clés pour pouvoir atteindre votre succès. Nous accueillons également Kedafi Djelkir. Alors Kedafi Djelkir, il est connu à Besançon, bien sûr, vice-champion olympique, champion du monde également de boxe. Il a eu plusieurs succès au cours de sa carrière et aujourd'hui, il vous donnera aussi quelques clés pour pouvoir atteindre votre propre succès. Et nous accueillons également Monsieur Aurélien Duhart, 7 fois champion du monde en kickboxing et qui est aujourd'hui lui-même consultant en développement personnel et qui accompagne des chefs d'entreprise, des personnes qui ont besoin d'aller vers ce succès. Alors merci à toutes et à tous bien sûr pour votre présence ce soir parmi nous dans ce live. Alors Aline, Kedafi, Aurélien, merci pour votre présence tous les trois ce soir. Donc on va déjà démarrer cette émission avec toi Aline, hein, si je peux me permettre. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle, même si on a déjà pu voir avec nos auditeurs et auditrices déjà une vidéo qui présente un petit peu tes activités. Alors merci Aline et c'est à toi. C'était pas convenu comme ça l'introduction, mais bon, je vais m'adapter. Oui, alors maître de stage en développement personnel, j'accompagne les gens à la rencontre d'eux-mêmes en fait, effectivement. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils sont dans la capacité d'exploser dans tout leur potentiel. Voilà, parce que plus on est éloigné de nous, plus on est parallèlement éloigné de toutes nos forces. On n'en a pas conscience. Voilà, mais on ne devait pas commencer comme ça, hein, Khaled. On va continuer, et c'est justement le but du direct, hein, c'est justement oui. de pouvoir aussi présenter donc, ton activité. Tu accompagnes ces personnes à pouvoir tout d'abord rechercher au fond d'eux-mêmes, hein, c'est bien ça, les clés pour pouvoir atteindre leurs objectifs, les connaître. Comment est-ce que ça se passe ? En fait, à partir du moment où on s'est rencontré soi-même, on prend enfin conscience de nos forces. Parce que notre société est très négative et tout est fait pour mettre l'accent sur nos faiblesses, sur nos manques. À l'école, on nous dit constamment t'es nul en maths, t'es pas fort en histoire géo, voilà. Mais on ne vous encense pas pour ce en quoi vous êtes bon. Et souvent, à cause de ce mode de fonctionnement, on se construit par rapport aux attentes de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on essaye de combler ce manque de reconnaissance en répondant parallèlement aux attentes de l'extérieur. On se dit, bon, moi je suis nulle en maths, on ne m'apprécie pas parce que bon, je vais être gentil, je vais être serviable, comme ça va un petit peu tempérer ce manque, cette faiblesse. Donc on se construit une identité par rapport aux attentes de l'extérieur. On est d'accord, hein. Et donc, dans ce mode de fonctionnement-là, plus on va dans cette direction, plus on s'éloigne de notre propre essence. Et comment... C'était quoi déjà la question, Khaled ? La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller rechercher cet objectif que l'on doit se fixer. Comment est-ce qu'on fait pour aller rechercher à l'intérieur de soi justement cette passion, ce qui va nous donner cette envie de pouvoir atteindre un objectif. Tout à fait. Alors quand on s'est construit, comme je vous l'ai expliqué là, on ne peut pas avoir d'objectif parce qu'on est persuadé d'être nul, bon à rien, nul. On se compare, on nous apprend dans notre société à se séparer de l'autre en fait. Et par la comparaison, par la critique, par le jugement. Et lorsque il me fait rire, Adrien, pardon, avec ses mimiques, Aurélien, pardon, avec ses mimiques. Alors du coup, je perds le fil. Donc c'est le bouddhisme. Ouais, c'est aussi. J'adore parce qu'il a une joie de vivre et ça fait du bien. C'est aussi donc le fait, si je reprends un petit peu ton argumentaire, c'est le fait de tout d'abord de vouloir se découvrir, c'est de ne pas s'identifier à l'autre justement. Voilà, c'est ça. Une comparaison. Tout à fait. Donc
Il suffit de décrypter toute notre manière de fonctionner. Par exemple, même nos choix de vie ou nos choix de loisirs, on se rend compte, quand on met de la conscience dans cette introspection, que ce ne sont pas les nôtres. Que par exemple, on répond aux désirs de notre père qui aurait voulu faire par exemple ce sport, ou qu'on répond aux frustrations de maman qui voulait elle aussi, être médecin puis elle n'a pas pu. Donc on prend quelquefois des directions qui ne sont pas les nôtres et qui répondent aux attentes de l'autre, qui sont les espérances de l'autre. Donc on est éternellement insatisfait finalement. Ah, on est frustré, on est en mode frustration complètement et quand on est persuadé de ne pas avoir d'autre choix, on est dans un état de névrose permanente, c'est affreux. C'est pour ça que les gens sont si violents, c'est pour ça qu'on a une société aussi difficile dans la communication, dans le rapport à l'autre, parce qu'on est dans cette sorte d'affrontement. Voilà, tout le temps sur la défensive, sur le qui-vive, parce que tout nous a conditionnés à nous comporter de cette manière. Lorsqu'on s'est véritablement rencontrés, on atteint une sérénité, une plénitude qui nous rend inoffensifs. L'autre ne nous fait pas peur parce que on sait que nos forces sont dans notre authenticité. Donc on n'a plus cette envie de se comparer, ni ce besoin de juger l'autre. On laisse faire comme bon leur semble et on sait ce que nous on a à faire. C'est cette fameuse notion un peu d'ikigai japonaise qui est l'intersection entre nos forces qui nous permettent de faire quelque chose, ce dont la société a besoin et pourquoi on peut être rémunéré, parce que souvent les gens pensent réussite, argent, tout ça, il y a un petit peu un sujet tabou, la réussite, et d'ailleurs on verra avec Kadhafi, pardon, que la réalité est loin d'être toute l'image qu'on peut se faire autour d'un succès ou d'une réussite. La réalité est tout autre. Alors justement, tu fais bien, Aline, de faire la transition vers Kadhafi. Kadhafi qui a été vice-champion olympique de boxe, également champion du monde de boxe. Kadhafi, la question qui nous vient dès maintenant, c'est comment est-ce que cette envie de vouloir faire de la boxe, donc de trouver un objectif, comment est-ce qu'elle est venue? Alors je dirais, moi, qu'il n'y a pas il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a des vérités. Pour ma part, moi, ça a été vraiment un jean. C'était ça, mon objectif final au départ. Un jean Levi's 501, à l'époque c'était 501, c'était la mode, 501 brut qui valait super cher. Et c'était la mode. Et c'est ça mon objectif, c'est d'obtenir un jean. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers la boxe, qui était un sport individuel. J'étais footballeur à la base, sport collectif, et je dépendais de mes camarades. Et moi, je ne savais pas à ce moment-là qu'un sport individuel était bien mieux pour moi. Donc j'étais dans un sport collectif. Ensuite, on m'a proposé de participer à un sport individuel, et c'est dans ce sport individuel-là que j'ai pu trouver mon objectif. Mais par contre, à ce moment-là bien précis, je ne sais pas que je vais devenir médaillé olympique, je ne sais pas que je vais devenir champion du monde, les choses se créent tout doucement. À ce moment-là, tu sens que la boxe te plaît, c'est quelque chose Exactement. Qui est fait pour toi. C'est fait pour moi parce que je suis dans le contrôle total de la situation. C'est un sport individuel, donc il y a une bulle qui se construit autour de moi que je peux contrôler. Au foot, je dépendais de mes camarades, je dépendais de mon équipe. Là, dans la boxe, c'était ma performance à moi, et seulement la mienne. J'avais besoin de concentration et j'avais tout le contrôle de la situation. Ce qui faisait que, si je m'impliquais à fond, forcément, j'y allais avoir réussite. Parce que j'étais vraiment à fond dans ce projet-là d'avoir envie de réussir. Et ça devenait une passion en même temps, puisque ce n'était pas quelque chose de récurrent pour moi. C'était une passion que j'appréciais. Et puis c'est vrai que les résultats, il faut dire que pour continuer, il faut des résultats. Si vous avez des résultats positifs, vous continuez. Si vous avez des échecs dès vos premiers pas, c'est compliqué de réussir. Justement, alors très bien, on va y revenir un petit peu à tout ce parcours. Mais déjà, merci de nous avoir indiqué comment est-ce que cette passion est venue. Donc c'était parce que tu avais envie de t'acheter un jean 501. Voilà, donc l'anecdote du jean 501. Exactement. On s'en rappellera de celle-là. Merci. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Byzantins qui le savent. Non. En tout cas, ils l'ont appris ce soir. C'est ça, merci à vous. On va revenir tout à l'heure sur le chemin du succès. Qu'est-ce qui a fait justement les échecs qu'on peut rencontrer, mais aussi les réussites qui nous permettent de continuer. Alors Aurélien Duarte,
Alors toi, comment est-ce que tu es venu justement, comment est-ce que tu as trouvé ta passion, comment est-ce que tu t'es trouvé justement pour pouvoir devenir le champion du monde, 7 fois champion du monde, septuple champion du monde que tu es actuellement? Merci déjà, un grand merci Khaled de nous avoir invités. Je suis ravi de partager ce moment. Je crois qu'on en a bien besoin en ce moment d'énergie positive et de solutions et d'espoir. Donc merci, je suis vraiment heureux d'être là, d'être venu de Paris pour le déplacement. Merci Aline de l'avoir proposé. Merci beaucoup. Et je suis ravi de rencontrer Kadhafi aussi. Ça a tellement été riche ce que vous avez dit tous les deux. Merci d'avoir posé les bases, hein, qui nous sommes, comment on fonctionne, d'avoir résumé ça tellement bien, de donner ce mode d'emploi avec lequel on balbutie. Donc ça va permettre de dire, moi, ce que je vois, il y a deux points de vue. C'est-à-dire qu'il y a Aurélien qui va vous raconter une histoire. Aurélien va vous dire, voilà, j'ai connu un peu les foyers, j'ai connu un peu la DAS, famille explosée, j'ai pas souffert, j'ai pas été martyrisé, j'ai manqué de rien. Mais bon, plein de manques, quoi. Plein de manques, et les manques font qu'on va chercher. Toi, tu as voulu chercher ton jean, moi j'ai voulu chercher des objets au début. Hein. On a hurlé pour un biberon, on a hurlé pour qu'on nous change. On était une force de caractère, bébé, on hurlait pour avoir les choses. Avant d'apprendre à parler, on hurlait tous. Donc il y a cette histoire qu'on se raconte, voilà, à travers mes blessures du passé, à travers ce que j'ai vécu, mes manques, je vais à l'âge adulte aller, à l'adolescence me rebeller, puis à l'âge adulte aller chercher ce qui me manquait. J'étais issu d'une famille élevée par ma maman, élevée par beaucoup de femmes, donc plutôt très introvertie, très facile à remarquer, très doux, on baisse les yeux, on dit. Et au moment, ce corps, il a dit non, quoi. Il a dit non, je suis un mec maintenant, quoi. Je suis un bonhomme. Je sais qu'aujourd'hui, certains ne veulent pas faire la différence, nous sommes complètement égaux et complètement différents. Et donc j'ai senti cette force, cette agressivité, cette envie de reprendre une revanche sur le monde, cette envie de changer les choses. Et donc j'étais vers un sport dur, vers un sport de confrontation, de responsabilité. J'ai été souvent dans des sports co aussi, en basket, et puis là sur le ring, il y a une équipe, hein, on n'est pas tout seul, mais au moment de la décision, on est seul. Et la sanction est immédiate et sans appel, donc ça fait grandir vite. Et à côté de ça, j'ai envie de vous dire que lequel d'entre nous a décidé aujourd'hui je vais marcher quand on avait un an? Lequel d'entre nous a décidé aujourd'hui je vais tenir ma fourchette? Aujourd'hui je vais monter l'escalier? Aujourd'hui je vais tenir mon doudou à une main? Aujourd'hui je vais tourner une page? Qui a décidé ça? Personne. Les êtres humains, on a un programme interne d'évolution, de développement, de prospérer, de grandir, d'évoluer. C'est notre programme de base. Et on souffre, on est malade quand on ne suit pas ce programme de base. Comme le disait Aline, quand on se limite, comme le disait Kadhafi, quand on met notre pouvoir dans les mains des autres. Et donc, nous sommes ça. Nous sommes croissance, en effet, pour développer. Regardez un chêne, au début, c'est un gland. Et oui, il y a du soleil, oui, il y a de l'eau, mais dans ce gland-là, dans ces quelques grammes, il y avait la promesse de plusieurs tonnes de bois. Et dans chaque être humain, il y a cette promesse. Alors on peut passer par ce chemin-là, de se dire, ah oui, d'où je viens, mes souffrances, mes absences, et puis on peut se dire tout simplement aussi, qu'est-ce qui m'anime, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si j'enlève mon histoire, si j'enlève ce qu'on me raconte, quand je me lève le matin, qu'est-ce qui m'anime? Moi, c'est parler, vous l'avez senti. C'est parler, c'est donner, c'est boxer, c'est bouger. Moi, c'est ça. Toi, c'est peut-être réconforter, c'est peut-être soigner, c'est peut-être nourrir, c'est peut-être protéger. Il y a une mission de vie qui se trame comme ça. Et au-delà des désirs de sortir de sa condition, d'obtenir des objets, de s'améliorer, des désirs conscients, nous avons ce programme. À quoi je peux servir? Comment je peux être utile? Comment je peux faire, pas forcément mieux, mais différent et être une valeur ajoutée là, dans ce salon, dans ma famille, dans mon village, dans ma rue et dans ma communauté. Donc, c'est un peu trouver sa passion, c'est ça, c'est rechercher sa passion et puis une fois que... Alors on peut la chercher dans plusieurs domaines, essayer, c'est aussi... alors vous avez tous témoigné de vos différentes expériences. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que je me rends compte que je n'ai pas répondu à la question, du coup, quand j'entends Aurélia et Kadhafi. Kedhafi. J'ai pas répondu à la question. Du coup, ce qui m'a, moi, porté à aller vers une certaine réussite, c'est parce que j'ai connu la violence, l'abandon, Et j'ai voulu construire ce que je ne voyais pas moi en fait. Voilà. Et je me suis fait ce raisonnement, pour avoir un monde meilleur, il faut qu'il soit peuplé d'humains qui soient sereins. Parce qu'une fois qu'ils sont sereins, ils auront autre chose à faire que de se chercher querelle et d'être méchants les uns envers les autres. Et comme véritablement, comme a dit, il parle comme a dit Aurélien, tu peux faire tout seul si tu veux, moi je bois tes paroles. Hein. Il parle super bien, et en plus avec le dynamisme et l'énergie derrière, c'est très beau. Donc et du coup je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu à la question. Et oui, je me suis, comme tout le monde, retrouvée au fond du fossé par tous ces conditionnements. Et j'avais une timidité
timidité maladive. Si on me disait bonjour, je rougissais jusqu'aux oreilles. Tu as bien guéri, hein? Hein? Tu as bien guéri, hein, de cette timidité. Oui. Oui. J'ai quoi, il a dit? Tu as bien guéri. Bah non. Bah non. Bah non, en fait, pas tout à fait. C'est que cette timidité est mon caractère, mais dans la réussite, c'est surtout une question d'attitude, à mon sens. Ouais. Et l'attitude est ce qui vous porte, est le sens que vous mettez dans vos actions. Elle n'a rien à voir avec votre caractère. Vous pouvez vous surpasser, vous dépasser par l'attitude. Voilà. Et en fait, le fait de me retrouver dans un TEDx, alors que je suis assez timide et renfermée, ça a été une terreur pour moi. Et j'ai failli partir en courant ce jour-là sur la scène, jusqu'au dernier moment. Et je me suis dit, là, t'as fait tout ça pour partir, pour fuir? Non, tu peux pas. Je me suis réfléchis, pour quelle cause, pour quelle raison tu veux t'exprimer? Parce que j'aimerais faire comprendre des choses aux gens pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils se reconstruisent et pour qu'ils soient plus sereins et plus gentils, voilà. Et c'est ça qui m'a permis de me dépasser et puis d'avancer et de toujours passer d'étape en étape, parce que c'est ça aussi la réussite. Les gens souvent visent trop loin. C'est pour ça qu'ils se ratatinent et ils ne réessayent plus. En fait, la réussite et le succès, c'est vraiment... Succès, la racine étymologique, c'est vraiment une succession d'étapes. Étape, étape, étape. C'est ça qui va mener au succès. Se fixer des objectifs courts. Voilà, se fixer faisable. Voilà. Et d'avoir, si je comprends bien, hein, d'après ce que tu dis, c'est d'avoir une multitude de petites réussites. C'est ça, donc se fixer des objectifs à court terme, des objectifs réalisables et de les réussir. C'est identifier son objectif et puis le découper en petits tronçons. Il y a un dicton qui peut bien illustrer ça, c'est qui dit « Tu peux manger une pastèque en entière, une bouchée à la fois ». Voilà, ouais. Donc c'est ça l'idée, souvent on est trop précipité, on veut aller trop loin, on est passé nous par les championnats locaux, régionaux, les petits gymnases avant d'être à la télé et d'être aux Jeux Olympiques. Pareil, on a appris à ramper avant d'apprendre à marcher à quatre pattes, il y a tout ce processus évolutif. Et comme le disait Aline, l'interdiction de se tromper, la punition, la comparaison, ça fait qu'on n'ose plus, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, je vous rejoins totalement. Sauf que tout ça, cette vision des choses-là, on a du recul. Parce qu'on a une carrière. Ouais. On est tombé, on s'est relevé et aujourd'hui, on peut mettre des mots sur cette expérience-là qu'on a pu vivre. Mais sur le moment, lorsqu'on débute, on ne sait pas qu'il faut marcher un pas après l'autre, marche par marche. À ce moment-là, nous, on a envie d'être connus et reconnus. C'est l'objectif pour toute personne. Mais avant d'être connu et reconnu, bien sûr, il y a des étapes à mettre en place. C'est-à-dire que je fais un pas, je marche une autre. Une fois que j'ai atteint cette marche-là, je passe à une autre étape, tout doucement. Mais à ce moment-là, on ne le connaît pas, cet objectif-là. Là, bien sûr, on a ce recul nécessaire et de se dire, bon, bah oui, parce qu'on a on a pris du recul, on a fait un plan, on a regardé, on s'est dit, oui, là, on s'est trompé, là, on a gagné. Mais sur le moment bien précis, on ne le sait pas. On est dans l'action. On est dans l'action. On faisait avec les difficultés et la boxe, on est dans un sport de l'instantanéité, donc il faut réfléchir vite. Vu qu'il y a deux boxeurs sur scène, là, on va pouvoir le dire, il y a une phrase de Mohamed Ali qui dit « Les champions ne naissent pas dans les gymnases, ils naissent de l'intérieur, d'un désir, d'un rêve et d'une vision. » Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Petit, on avait le désir de marcher, le désir d'écrire, je serais pompier, je serais infirmière, on n'aurait que des aidants, on voulait tous aider. Et donc l'important, on cherche souvent le comment. Comment je pourrais être millionnaire, comment je pourrais aider ma famille, comment je pourrais perdre du poids. C'est foutu. Comment, tout de suite, là, on va aller dans la faisabilité et nos petits démons dont parlait Aline vont nous en empêcher. La vraie question, c'est le pourquoi. Pourquoi je veux gagner plus d'argent? Pourquoi je veux faire du sport? Pourquoi? En quoi, moi, ça va me nourrir? En quoi ça va me donner le sourire chaque jour? En quoi ça va me motiver? En quoi ça va me faire envie de me lever tôt le matin? Et sur un plan plus global, en quoi ce désir qui paraît très personnel, très égoïste, il va permettre aux autres aussi de faire émerger leur lumière, de se sentir mieux? Avec le recul, j'ai vu que plein de gars qui traînaient dans mon quartier quand je commençais à boxer, mais il y avait un samedi, ils n'étaient pas au quartier. Ils étaient, il y a du hard qui boxe, ils avaient un objectif. Donc ça les emmenait. Donc ça peut paraître pompeux comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous, chacun à nos niveaux. Et le simple fait d'avoir une mission, disons-le, d'avoir un objectif et qui impacte et qui fait du bien aux autres, c'est ça le moteur.
Quand toi, tu pourras plus avancer, regarde les yeux de tes enfants, regarde tes parents, où qu'ils soient, comme ils aimeraient te voir, et regarde même ceux qui comptent sur toi aujourd'hui. Une fois qu'on a trouvé son pourquoi, justement, là, tu parles d'exemplarité. Ouais. C'est ça, donc on a trouvé notre pourquoi, et après, il faut se trouver un exemple. Un exemple, une personne qu'on va aimer, et qui, elle-même, cette personne a réussi dans le domaine dans lequel on souhaiterait s'investir et y arriver, et essayer d'obtenir des conseils, d'y arriver grâce à cette personne. J'ai l'impression que ton exemple, c'était Mohamed Ali. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est venu plus tard, Mohamed Ali, sa biographie, j'ai lu plus tard, les premiers combattants qui m'ont impacté. Là, on a tout de suite envie de penser aux combattants qu'on voit à la télé. J'ai envie de te dire ma mère, quoi. Ouais. Tu vois, voilà, parti quitter un pays. Là, aujourd'hui, on voit nos difficultés là, d'un danger invisible dont on a tous très peur. Nos aïeux doivent être morts de rire. Ouais. Ils ont connu les guerres, la crise pétrolière, ils ont connu des vraies famines, une grippe qui tuait des dizaines de milliers de personnes par jour. On a tous nos défis. Et donc, ces premiers modèles que j'avais, notamment, c'était ma mère. Il y avait ma grande sœur aussi. Après, c'était les frères et sœurs, ceux du quartier. La réussite, je crois qu'on n'a peut-être pas défini ça. Réussir, c'est obtenir ce que tu voulais. Ouais. Si tu décides de sortir ce soir et de te bourrer la gueule et de ne pas respecter les feux, tu vas réussir à te faire arrêter, tu vas réussir à perdre des points et tu vas peut-être réussir à mettre ta vie en danger. Ouais. C'est une réussite. Vous voyez? Donc la réussite, c'est déjà définir, mais qu'est-ce que je veux? Si la vie ne te donne pas encore ce que tu veux, parfois c'est parce que tu ne sais pas clairement ce que tu veux. Ce que tu veux, exactement. Tu arrives au restaurant de la vie avec ton menu et oh, je veux pas de la salade, oh, je veux pas ci, oh, je veux pas ça, oh, ça j'aime pas, ça j'en ai pris la semaine dernière, et le serveur il est là, il t'attend. Et qu'est-ce que j'envoie en cuisine, moi? Qu'est-ce que tu veux manger? Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui n'est pas évident parfois de définir justement clairement cet objectif. Et une fois qu'il apparaît, une fois qu'on a enlevé tout ce qui freine cet objectif, la peur de réussir, la peur du regard des autres, c'est pas la peur de l'échec en premier, c'est la peur de réussir. Quand on a retiré toutes ces deux peurs fondamentales, la lumière elle émerge et ça apparaît dans une nuit, ça apparaît comme ça, quoi. C'est ce qu'on appelle une fulgurance. C'est ça que je veux faire, c'est binaire. Si on est aligné, il y a la joie, le corps est disponible, les idées sont claires et on a de l'énergie. Si tu rames, si tu t'inquiètes, c'est que tu n'es pas à ta place. Ouais. Tu es en train de gravir la montagne de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas grave, tu en as gravi plein. Pose ça et pars 2 jours tout seul avec une bouteille d'eau et dans une cabane quelque part et dans le silence et la solitude, ton âme, ta conscience, ton toi supérieur, ton intelligence, appelle ça comme tu veux, va te dire hey, ça fait des années que j'essaie de te parler, mais il y a toujours du bruit et du monde, on ne t'écoute pas. Et là, ça va émerger. Ouais. Donc, c'est avoir ce courage de se retrouver seul, de faire tous ces travaux collectifs qu'on fait, et à un moment d'aller se confronter à cet être profond qui nous parle haut et fort. Et quand on ne l'écoute pas, il envoie des épreuves et des dérèglements physiques qu'on appelle des maladies. Donc, une fois qu'on a trouvé cet objectif, qu'on est entré en introspection à l'intérieur de soi-même, alors aidé par Aline ou aidé par d'autres exemples qui Je nous... crois qu'à travers le sport, c'est aussi ce que vous permettez, aller chercher les forces qui sont à l'intérieur d'une personne que vous coachez, que vous entraînez. Il va à la découverte de ses forces, de ses limites, et avec vous, il les apprend à les dépasser. Donc, une fois qu'on a trouvé cette... Attends, il va répondre. Ouais. C'était super rapide. Et la chose, c'est que vous arrivez dans un environnement où habituellement vous entraînez 2 fois, 3 fois par semaine, comme ça. Et ça, c'est quand on était super sérieux. Et ensuite, vous arrivez en équipe de France où vous allez vous entraîner 2 fois par jour, 5 fois par semaine.
Et puis vous avez tout un staff autour de vous qui est là pour vous aider, pour vous apporter ce complément que vous n'avez pas. Et bien sûr, il y a aussi sur l'aspect psychologique, puisqu'on part sur l'aspect sportif, mais il y a l'aspect psychologique où des gens vont nous aider. Les psychologues vont parler avec nous, vont échanger avec nous. Et à ce moment-là, bon, moi, 20 ans, pour la première fois, je vais à l'INSEP, je vois du monde comme ça, je ne comprends pas tout. Et quand je vois un psychologue, pour moi, dans ma culture de quartier, psychologue rime avec problème. Tu as des problèmes. Ouais, c'est ça. Tu vas voir un psychologue, tu as des problèmes. Et moi, quand j'ai une première psychologue, je la rencontre, elle me commence, mais madame, j'ai pas de problème. Elle me dit, mais Kedafi, c'est pas parce que tu as des problèmes que tu viens me voir. Mais si, madame, moi j'ai aucun problème. Elle-même, elle comprenait pas. Et en plus, ensuite, il y a une conversation qui s'engage entre elle et moi. On discute, on échange. Et là, je baisse la garde, parce que j'étais méfiant au départ. Là, je baisse la garde et on échange. Et en échangeant avec elle, je me rends compte que je me livre. Au fur et à mesure, je commence à me livrer. Et je suis pas quelqu'un qui me livre, moi, à la base. Et je me rends compte que c'est moi qui trouve les solutions à mes problèmes, tout en livrant. Elle a une pédagogie, elle a quelque chose qu'elle met en place, je ne sais pas comment, et ça se met en place. Et quand je discute avec elle, des choses se passent dedans, là, dans ma tête. Des nœuds se démêlent, des trous qui s'enlèvent, et je deviens plus performant lorsque je m'entraîne. Je deviens plus fort. Et ce qui fait que mes objectifs grandissent. Mon objectif, il est arrivé, je suis arrivé à l'INSEP, je n'étais pas numéro 1. Mon objectif, c'était de devenir numéro 1 de la catégorie et de bloquer ma catégorie et de prendre cette place de numéro 1. Encore une autre anecdote, c'est que les boxeurs qui étaient numéro 1 d'équipe de France voyageaient partout. Et quand on donnait les sélections que je n'étais pas numéro 1 et qu'il y avait partir aux États-Unis, faire un combat, moi j'attendais, je me suis dit j'espère que je vais être sélectionné, que je vais pouvoir aller acheter ma paire de Jordan aux États-Unis, je vais être super bien et tout. Et que tu n'es pas sélectionné, et que c'est le numéro 1 qui est sélectionné parce que toi tu es le numéro 2. Et que tu entends le numéro 1 à ce moment-là précis qui te dit « Oh là là, c'est embêtant. » Toi tu ne comprends pas à ce moment-là parce que tu rêves d'être à sa place. Tu rêves d'être à sa place et tu ne comprends pas que lui puisse aller. On lui offre la chance d'aller aux États-Unis, il te dit non. Mais c'est après, quand j'ai pris sa place, que j'ai compris. Parce que quand vous partez 200 jours à l'étranger, par an, quand vous ne voyez pas votre famille, quand j'ai dit 200 jours, c'est à l'étranger, et que le reste du temps, vous êtes en stage en équipe de France, là tu te dis, ouais, des fois, j'ai pas envie de partir. C'est là que j'ai compris, mais il fallait se mettre à sa place. Donc, mais pour cela, il fallait pas se mettre à sa place, je lui ai pris sa place. Et c'est ça qui a fait toute la différence, quoi. Donc c'est toujours se fixer cet objectif, toujours pour pouvoir y arriver, quoi. Essayer de se dire, cette place, c'est quelqu'un qui l'a aujourd'hui, mais elle peut être aussi mienne si je multiplie les efforts, si je continue encore la détermination. Exact, c'est de la détermination, il faut se surpasser continuellement. C'est-à-dire qu'il y a des sports, comme des sports de percussion, qui sont différents des autres. Parce que quand, par exemple, on prend un exemple très clair, l'athlétisme, c'est une distance ou un chronomètre. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, je peux un peu me jauger et savoir où je suis, parmi les meilleurs ou non. En boxe, non. Même si vous donnez le meilleur de vous-même à l'entraînement, même si vous étiez épuisé après l'entraînement et que vous avez subi une superbe préparation, en face de vous, vous avez un interlocuteur qui est comme vous, qui s'entraîne continuellement et qui lui aussi progresse. Oui. Eh bien, ça ne peut pas suffire. C'est-à-dire que même si vous avez donné le meilleur, vous avez tout mis en place, à la fin, si lui aussi il a donné le meilleur et qu'il a gardé cet écart qui est entre vous, il est meilleur que vous, il gagne. Oui. C'est aussi du talent aussi, c'est une grande part de talent qui fait qu'on y arrive. Le fameux talent. Ouais. Dans ce cas, ça voudrait dire, merci pour ce mot, ça voudrait dire que tu aurais ceux qui en ont, les vénards, et ceux qui n'en ont pas, les pauvres. Non. On ne peut pas voir le monde comme ça, c'est trop injuste. Le talent, il y a une part de talent. Le talent, c'est le temps passé au travail que les autres n'ont pas passé. J'ai ma fille qui arrive en 6e, cartonne en anglais. Elle cartonne en anglais. Tout le monde, elle est douée pour l'anglais. Ma fille, depuis la maternelle, elle chante Shakira, Michael Jackson, elle a commencé en yaourt, elle écrit les paroles, elle m'a demandé les CD avec les paroles, elle lisait les boîtes de chaussures, toutes les notices, elle lisait tout en anglais.
elle a passé des milliers d'heures à faire de l'anglais sans que personne ne voit rien. Et le jour où elle a dit qui parle anglais, Where is Brian, c'est sorti, et voilà, tu vois. Donc le talent, vous en avez. On a tous du talent. Le talent, c'est l'envie de faire quelque chose et le temps qu'on y consacre et la foi qu'on y met. C'est ça. J'ai aucun talent pour les maths. Hein. Je m'y suis appliqué, j'y suis allé, j'ai pris des cours particuliers. Ça ne m'excite pas. Je peux m'en passer, quoi. Il y a des comptables, il y a des machines à calculer, il y a des amis qui me font mes factures et moi je leur sers à autre chose. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que ton évolution elle est vraiment intéressante, sur se rappeler qui on est, ces êtres d'évolution, une fois qu'on a retiré toutes ces peurs, ensuite avoir un pourquoi, et comme tu l'as dit ensuite, on l'a tous fait, avoir des mentors, des guides, ça paraît encore des mots pompeux, mais peut-être que là, tu as les mains croisées et que ton père faisait ça, et que tu t'en souviens pas, mais peut-être que tous les jours, tu l'as vu faire ça, peut-être que tu retires tes chaussons dès que tu rentres, parce que maman faisait ça. Il y a peut-être que tu as même le nez de ton père au milieu du visage et tu t'en rends pas compte, ou tu as peut-être même la posture. Nous leur avons copié. On a grandi dans le ventre de maman, on a été baignés, nous sommes des petits singes. L'être humain est une éponge et on grandit par imprégnation, comme un sachet de thé. On finit par s'imprégner. Donc, si la vie, tu penses que tu n'as pas choisi cette famille consciemment, on l'a choisi avant d'arriver ici, on a choisi cette famille. Mais souvent on se dit, j'ai pas choisi cette famille, c'est pas ces modèles-là que je voulais. C'est des contre-modèles, trouve-toi des modèles. La première chose qu'on a fait, moi le karaté, je suis allé où des gens faisaient du karaté. Ouais. Je suis allé au lieu, je me suis déplacé physiquement et je suis allé voir les personnes. Il est là le secret, pas qu'ils parlaient de ce que j'avais, pas qu'ils l'avaient eu, pas qu'ils en rêvaient. J'étais voir ce qu'ils l'avaient à l'instant où moi je le voulais. Et voilà le secret, déplacez-vous. C'est la visualisation en fait de l'objectif, un petit peu l'objectif qu'on se fixe. C'est bien plus concret que ça, bien plus concret que ça. C'est-à-dire que là, j'ai envie de cuisiner, je regarde autour de moi qui cuisine le mieux. Ouais. Je n'ai pas besoin de visualiser, c'est vraiment de la déduction. Ouais. Je regarde qui dans ma famille est en bonne santé, qui dans ma famille est joyeux autour de moi, qui dans mes amis sont les plus drôles, c'est ceux-là que je vais appeler toutes les semaines. Et puis il y en a peut-être certains, je ne vais pas décrocher de temps en temps parce que quand je raccroche, je suis épuisé. Ouais. Donc c'est l'idée de rapprochez-vous des gens qui ont ce que vous voulez. Et par contact, par mimétisme, les bébés, les enfants font, voient et répètent, et on n'est que le produit de ça. Le processus, il est le même à cet âge-là, sauf qu'aujourd'hui, on pique des tics verbaux, on pique des postures sans s'en rendre compte. Alors quand on était petit, on imitait consciemment. Donc l'idée, c'est ça. Une fois que tu as ciblé ce que tu veux, c'est t'as pas à faire des tonnes de travail. Va voir ceux qui réussissent, comment ils font. Mange comme eux, dors comme eux, fais leurs mêmes gestes. Déplace-toi, écoute-les, passe du temps avec eux. Et c'est là que le processus se fait, au contact. On dit souvent qu'on est un petit peu la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. C'est une règle, pareil, je l'ai faite, moi c'est une règle que disait je crois Peter Koenig dans un livre qui s'appelle 30 mensonges sur l'argent. Il disait, notamment c'est un livre très branché abondance, et faites la paix avec l'argent. Ouais. Ouais. La vie, le créateur, il a tout mis sur terre pour qu'il y en ait en abondance pour tout le monde. Ouais. Après peut-être que tu n'as pas pris ta part, et osons aller la chercher. Donc il disait que, prenez vos 5 personnes que vous voyez le plus, demandez-leur leur salaire, si elles n'ont pas trop de complexes là-dessus, faites une moyenne, et la moyenne, à quelques dizaines d'euros près, ou centaines d'euros près, c'est votre salaire. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier tes amis, ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre sur la richesse, ça veut dire qu'une fois par semaine, tu aurais intérêt à aller dans un club de business. Ouais. Une fois par semaine, le pote qui a une boîte qui tourne bien, toi ferme l'après-midi si tu n'as pas de clients et va te poser dans son magasin une après-midi pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'il fait pour réussir. Il est là le secret. Ouais, c'est ça, c'est aller vraiment là où est-ce que tu veux aller, ça veut dire où est-ce que tu veux être, c'est essayer d'y aller dès maintenant, quoi, tout de suite, et regarder comment font ces personnes-là. C'est ça. Vous avez 7 milliards, tu as à ta disposition l'intelligence, l'expérience, le vécu de 7 milliards de personnes. Et depuis 2000, à l'ère d'Internet, tu sors ça, tu as toutes les informations que tu veux. Après, pourquoi on bloque, pourquoi on n'y arrive pas, c'est plus subtil. Il y a nos histoires personnelles, il y a cette puissance de ce mental. Mais vraiment, aujourd'hui, elle est là, votre richesse. Tu n'as pas besoin de savoir faire toi-même. Entourez-vous, imprégnez-vous. Au début, copiez. Copiez, et ça finira par devenir automatique. Donc, Aline, c'est s'entourer, savoir s'entourer, c'est aussi quelque chose comme vient de nous le dire Aurélien maintenant, c'est quelque chose de très important, l'entourage aussi, pour pouvoir réussir. Je comprends tout ce qui a été dit, mais moi je suis très seule. J'ai une famille, on est un petit clan, hein, mais professionnellement je suis seule. J'ai tout fait toute seule et dans le mot réussite, il y a, pareil en étymologie, j'aime beaucoup les mots, la force des mots. Dans réussite, il y a sortie, issue,
sortir des sentiers battus en fait, quand on regarde les deux étymologies. Et quand on s'autorise à sortir des sentiers battus, c'est uniquement lorsqu'on s'est trouvé soi, parce que sinon on emprunte tous la même direction. On est conditionné pour prendre telle filière si on veut aller dans tel but. Là c'est pareil, vous voulez être dans le français, vous devez faire telles études et tout ça. Mais quand on s'est trouvé, en fait, on ose faire les choses à notre façon. Et quand on ose faire les choses à notre façon, on a une infinité de possibles qui s'ouvrent, un champ infini devant nous qui s'ouvre de choix. Et il y a de la place pour tout le monde et on n'est plus entassés les uns sur les autres à devoir taper le prochain pour passer au-dessus de lui, pour gagner sa place. Il n'y a pas ça. On s'autorise à prendre des chemins de campagne et tout est fluide, tout est facile. En fait, c'est pas un travail, c'est un plaisir, comme on disait tout à l'heure. Les heures passent, les jours aussi. On est H24 dans notre activité. Alors la famille va râler parce que vous n'êtes pas souvent avec eux, mais vous n'allez même pas vous rendre compte tellement ça vous nourrit. Parce que vous êtes sur votre voie, vous vous nourrissez de ce que vous apportez. Et voilà, donc l'entourage, évidemment, était un nid confortable, réconfortant en cas de coup dur, on va dire, et qui émettait des encouragements, mais n'a pas été source d'inspiration. Du tout. Et personne ne l'a été, en fait. J'ai vraiment été puiser ce qui m'inspirait moi, ce qui manquait, en fait. Et j'ai voulu créer ce qui me manquait, tout simplement, en fait. Donc toi, je comprends bien, hein, parce que tu l'as dit même dès le début de ton intervention, c'est justement ne pas se comparer, ne pas aller voir, s'inspirer de l'extérieur. Toi, c'est plus aller rechercher à l'intérieur. Ce que l'on veut faire et se concentrer uniquement sur ça, en fait. Oui, parce qu'on fait partie des valeurs. Dans notre cheminement, c'est nos valeurs qu'on incarne. Et elle ne peut pas du tout être copier-coller de celles des autres. Même si on se retrouve dans certaines, on n'a pas tous le même regard sur les choses. Et c'est tant mieux. C'est cette diversité qui apporte une richesse. Mais non, personne ne m'a forcément inspirée pour mon activité. Mais par contre, Aurélien est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Moi, mon père, j'étais très, très admirative de mon père qui était handicapé. Mon père adoptif, qui était en fauteuil roulant et qui menait sa carrière professionnelle tout seul sans vouloir d'aide. Et je crois que je m'y retrouve aussi puisque je fais mon parcours toute seule aussi. Oui. C'est un petit peu du mimétisme aussi. Oui, il y a du mimétisme, voilà, oui. Quand même, oui. Et toi, Kedafi, est-ce que pour justement atteindre cette réussite, tu disais tout à l'heure quand tu arrives en équipe de France, d'un coup tu rencontres tout un staff qui est autour de toi, on commence à être accompagné. C'est aussi cet entourage qui permet d'atteindre le succès de ton objectif. Moi, ma force, je la puise chez moi, dans ma famille. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est ma maman qui, elle, une vie assez difficile, qui a perdu son mari assez tôt, à l'âge de 45 ans, avec 7 enfants. Donc, il fallait les élever, il fallait les nourrir, donc c'était assez compliqué. Donc, moi, il fallait que je trouve mon jean Levi's, je ne pouvais pas le demander à ma maman. Donc, quand j'intègre, moi, cette équipe de France, je commence à être rémunéré, ce qui fait que je peux aider un peu la famille. Et c'est ça qui me motive. C'est-à-dire, au-delà de ça dépasse l'aspect sportif. C'est-à-dire, à ce moment-là, moi, je suis là, je me dis, oh, super, je vais pouvoir un peu aider la famille. Quand je vais partir faire mes allers-retours Besançon-Paris, je vais pouvoir me payer mes billets et pas demander à la maman. C'est toutes ces petites choses-là. Donc, je vais être une solution. Je deviens une solution et non plus un poids. Et c'est ça qui me motive, moi, à continuer et à persister dans ma réussite. Et c'est ce qui te permet d'avoir ce sentiment de satisfaction personnelle. Exactement, de fierté. Voilà, de surtout. Fierté, de pouvoir aider la personne que tu chéris le plus au monde. Exactement. Et qui, de par son parcours, a eu beaucoup de souffrances, a eu beaucoup d'épreuves pour pouvoir justement faire de vous ce que vous êtes maintenant. Exactement, c'est d'être utile. C'est d'être utile aux siens, mais surtout servir d'exemple et de fierté. C'est que aujourd'hui, il faut savoir que ma mère est très fière de ce que j'ai pu accomplir en tant que sportif. Et je le vois, elle ne me l'a jamais dit, mais je le vois dans ses yeux. Et je le vois dans ses yeux, alors qu'elle était contre le fait que j'aille faire de la boxe. Et c'est vrai que le fait de pouvoir
voir cela à travers ses yeux, c'est une grande satisfaction. Et c'était ce que je recherchais. Parce que issu d'une fratrie de 7 enfants, t'es le petit dernier, on essaie tous de trouver sa place. Et puis dans notre famille, à moi, le petit dernier, c'est le petit chouchou, mais c'est celui qui a le droit de rien dire, parce que c'est le petit dernier. Tu respectes les plus grands. Exactement. Donc voilà, donc il faut. J'ai jamais la télécommande quand t'étais petit. Jamais la télécommande. Moi, j'avais pas le droit de choisir. Donc exactement. Et le truc, c'est que j'avais besoin quelque part de trouver ma place. Et c'est vrai que j'ai développé un tempérament. Après, bien sûr, j'étais chouchouté, j'avais ces avantages-là d'être le petit dernier. Et puis aujourd'hui, je suis super heureux d'accomplir tout ça grâce à ce parcours. Ouais. Alors, j'ai une question qui me vient là, comme ça, c'est vous avez grandi dans des quartiers un petit peu populaires, des quartiers populaires, des quartiers. Il est assez difficile de grandir dans des quartiers comme ça où les chances de réussite sont moindres que dans des, on va dire, dans des quartiers beaucoup plus aisés. Il y a un entourage qui peut être néfaste justement pour vous, qui peut t'entraîner dans des milieux ou dans des chemins qui ne sont pas les bons. Comment est-ce qu'on fait justement pour s'entourer, pour pouvoir réussir dans la vie? Avec qui est-ce qu'il faut s'entourer? Comment est-ce qu'on doit choisir son entourage? La famille est là pour tempérer. C'est-à-dire que il y a une éducation qui est donnée, on ne peut pas remplacer cette éducation-là par l'État ou qui que ce soit. C'est-à-dire que la famille donne son éducation. Donc l'éducation, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Les parents. Les bases. D'accord. Ensuite, bien évidemment, lorsqu'on commence le sport, on s'entoure d'un club, d'une association. Et là, on va se retourner vers les professionnels de l'activité qui, eux, sont diplômés et qui vont remplir ce rôle d'éducateur aussi. Parce que la famille, elle va vous dire de ne pas sortir tard le soir, d'éviter de traîner à droite à gauche, de faire des bêtises, de toutes ces choses-là. De ce côté-là, la famille, elle va vous entourer. Ensuite, sur l'aspect sportif, c'est les spécialistes au niveau des associations qui vont vous amener et vous donner la force de pouvoir réussir. Et c'est un ingrédient, c'est-à-dire c'est un gâteau. Il faut que j'ai tous les ingrédients. S'il me manque un œuf, s'il me manque un peu de farine, il ne va pas être bon mon gâteau, il va me manquer quelque chose. Et donc, lorsque j'ai mis tout en place, tous ces ingrédients-là en place et que j'ai fait mon gâteau, il va pouvoir être dégusté. C'est ça l'objectif, c'est un ensemble de choses. Donc là, en l'occurrence, pour devenir champion de boxe, ce qu'il faut, comment est-ce qu'on doit choisir son entourage? C'est-à-dire choisir un bon entraîneur, choisir un bon éducateur. Dis-nous un peu, Aurélien. Ta question, elle est riche parce que ça m'a mis des années à comprendre. Ouais. Et, comme tu disais, notre premier entourage, c'est la famille, quelle qu'elle soit. Que tu étais avec tes parents, que tu étais confié à mamie, que tu étais dans une structure d'accueil, les personnes qui étaient là. Il y a cette question que j'entends en filigrane, là, c'est, voilà, nous on a traversé des quartiers difficiles. Comment se fait-il qu'en bas, d'un côté, bien sûr, il y a la bicrave, les trafics, les deals, et il y a aussi les pères et les mères de famille humbles qui se lèvent tous les matins, il y a le marché, il y a les poussettes, il y a tout ce qu'on ne nous montre pas peut-être sur certaines chaînes mainstream. Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'amour. Et dans chaque foyer, il y a des petits plats chauds, il y a une petite chambre, il y a du linge propre. Et donc, je me suis dit, moi, il y a un moment, j'étais très jugeant avec mes copains du quartier. En disant, ouais, on était sur le même banc d'école, je suis intervenu à la santé fin août. C'est une prison, la santé, ouais, c'est ça. Il y avait moi comme intervenant, et de ma cité, il y avait un détenu et un maton. Ouais. On était sur les mêmes bancs d'école tous les trois, on mangeait la même chose, on est tous les trois de chaque côté de la grille, c'est intéressant. Et justement, qu'est-ce qui fait que... Voilà, donc la question je me la suis longtemps posée, donc c'était très accusant. Et je me suis rappelé que les 3 premières années passées avec ma mère à Dakar, j'avais une mère, une famille, de l'amour à la maison. Souvent ce qui nous donne cette force pour aller se battre, aller chercher ce qu'on n'a pas eu, c'est tout ce qu'on a eu. Les petits repas chauds, on a changé nos couches, on nous a coiffés pendant 1 an sans qu'on donne rien, on a été aimés. Il y avait un jouet, il y avait un truc, il y avait tu existes et tu es là, tu n'apportes rien de concret et tu reçois. Donc c'est ça aussi la base. Donc moi je me suis rendu compte que j'avais eu ça. Ensuite j'étais 2 ans en famille d'accueil, donc un petit pavillon,
Une famille traditionnelle, le papa mineur, la maman mère au foyer, 4 gosses, le petit jardin, la messe le dimanche, pas de télé à table, le téléphone il sonne, le repas, personne n'y va. Il n'y avait pas cette espèce d'individualisme là. Le groupe, il y avait des bases peut-être ancestrales, qu'on appelle patriarcales. Il y avait des bases familiales qui faisaient que quand tu avais tout cet amour, eh ben, sorti dehors, quand tu avais des voix bizarres, bah, j'y allais pas moi. Ouais. Parce que peut-être qu'à la maison, il y avait ce repas chaud. Et quand j'ai comparé avec mes copains qui aujourd'hui ont eu des parcours très chaotiques, très difficiles, et que je leur demande, mais je me rappelle, c'est vrai, chez toi, il n'y avait pas forcément d'amour, il n'y avait peut-être pas de repas chaud, il y avait peut-être une maman alcoolique, il y avait peut-être un papa dépressif. Quand on a accumulé toutes ces personnes qui sont nées dans le béton, entassées comme des lapins, les problèmes collés aux problèmes, qu'est-ce que vous voulez qui émane de ça? Soyons raisonnables. On le disait avec le service militaire, prenez 10 garçons de bonne famille, mettez-les dans une bonne chambrée, et au bout de 2 heures, c'est concours d'euros et on sort les calendriers porno, quoi. C'est-à-dire que l'effet de meute, l'effet de groupe, j'ai voulu que mes enfants grandissent dans un pavillon, parce qu'en bas, ils sont tous les 2, ils sont 3, 4. Moi, quand je suis arrivé de mon petit village, je suis arrivé à Voipy, dans une cité, après, je suis arrivé là, mais c'est quoi ce zoo, quoi? Ouais. Autant de gens, autant d'énergie. Si la vie, elle est bien faite, si un enfant arrive dans une famille, idéalement, on a inventé l'école maternelle vers 6-7 ans. Idéalement, c'est qu'avant l'âge de 6 ou 7 ans, l'enfant a grandi dans une atmosphère protecteur, où il est un peu privilégié, où on lui donne ces 6 années de base d'amour, qu'il en ait reçu assez pour ne pas sortir et en mode de crèche, attendre son tour, en groupe, tais-toi, ici, pas de câlin, pas de soutien, pendant les 6 premières années où on se construit. Donc on fabrique des êtres, soit les agressifs, il n'y a pas d'amour, je vais le prendre de force, ou les victimes, les apeurés, l'amour ça fait mal. Donc vraiment cette idée c'est que on enlève trop tôt les enfants de l'orbe du père et de la mère, trop vite dans le groupe, trop vite dans la compétition. La compétition c'est le premier pas vers la guerre, et c'est un ancien compétiteur qui vous le dit. Donc vraiment ce qui fait la différence c'est qu'est-ce qui s'est passé ces 4-5 premières années. Est-ce qu'il y avait de la douceur, est-ce qu'il y avait de la tendresse, est-ce qu'il y avait du soutien, et sans forcément le dire. Ma mère m'a jamais dit je t'aime, ma mère m'a jamais dit crois en tes rêves, elle voulait pas que je boxe. Quelle mère a envie que son fils prenne des coups? Ouais. Elle le prendrait à sa place. Ouais. Et en même temps, dès que c'est un peu émotionnel, je perds un peu le fil. Mais donc l'idée c'était ça. Souvenez-vous que aussi peut-être, ce qui vous donne cette force différente que certains n'ont pas, c'est que il y avait un biberon chaud, il y avait peut-être une petite musique la nuit, il y avait peut-être une petite colonie de vacances, peut-être un petit cadeau à Noël, peut-être qu'il y avait Pâques, la Toussaint, peut-être qu'il y avait des repas chauds. Et ça, t'as oublié que ça fait, mais waouh, je suis aimé. Il y a un truc à la base, quoi. Et justement, de cette force invisible, après je vous laisserai la parole, je disais souvent, ma mère elle m'a mis 3 raclées. Ma mère 3 fois m'a tapé dessus, une femme seule, elle avait un grand garçon comme moi, il a fallu qu'elle... Donc je lui pardonne, mais moi ça m'est arrivé aussi. Et j'avais une psychologue aussi qui m'a dit, Aurélien, elle m'a dit, et entre ces 3 moments de force, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Quand ils criaient pas, quand ils n'étaient pas en colère, quand ils n'étaient pas pris dans leurs dettes, leurs impôts, leurs problèmes de grands, leur sexualité, qu'est-ce qu'il y avait? Beaucoup d'amour. T'es là, tu fais rien et on t'aime. C'est peut-être ça à la base, tu vois. C'est peut-être ça. Ouais. Je pense que beaucoup ont manqué de ça. Ouais, beaucoup d'amour pour pouvoir justement en donner aussi, c'est en recevoir avant de pouvoir en donner. Maintenant, oui, bien sûr, Aline. À la question, parce que c'est complètement différent. J'ai connu la rue aussi, hein, j'ai été SDF aussi assez longtemps. J'ai connu vraiment rien du tout. Et quand la personne demandait comment on choisit son entourage, quelqu'un est venu me secourir dans ce milieu où j'étais, où j'attendais la mort. Je l'ai refusé. Sur le moment, j'ai pas voulu. Bon, c'est actuellement mon mari. Hein, et pendant des mois, je l'ai rejeté. Je voulais vraiment, le terme, c'était crever dans ma merde. Et il faut pas forcément avoir trop d'attentes envers quelque chose extérieur à nous. Parce que si on a trop d'attentes, c'est prendre le risque d'être déçu. Ou alors d'attendre et mourir 10 fois entre-temps en attendant toujours que quelque chose ou quelqu'un arrive. Véritablement, moi, c'est une décision du très fond de l'intérieur de moi-même. Un appel, un instinct de survie qui a ressurgi et qui a dit tente, qu'est-ce que tu as à y gagner? Tente, essaye de voir, ce qu'il te propose, c'est peut-être bien. Si c'est pas bien, tu retournes dans ton trou. On se laisse cette liberté de finalement revenir de là où on était. On est forcé de rien. Mais je crois que c'est cet instinct de survie à l'intérieur qui m'a fait envisager un autre avenir. C'est la volonté de vouloir sortir de là où on est. Tout à fait. Donc à la personne qui demande quel est l'entourage choisir, moi je dirais d'abord
creusez votre propre volonté avant de compter trop sur des autres ou de... Voilà. Après, on est dans l'intérêt, on est dans la manipulation. Tiens, je vais m'approcher de lui parce qu'il peut m'apporter ci. Je ne suis pas pour encourager ce genre de relation. Alors, bien sûr, tu fais bien de t'adresser directement à nos téléspectateurs. Donc, n'hésitez pas à poser également vos questions si vous en avez, des questions sur le thème de cette émission qui sont les clés du succès. Alors, maintenant qu'on a vu les différentes phases pour pouvoir atteindre le succès, une fois qu'on l'a atteint, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on se dit, ça y est, j'y suis arrivé Lorsque je suis olympique, finale des Jeux Olympiques en 2008 à Pékin, Ouais. on n'analyse pas l'adversaire. On est content, on est sûr d'avoir une médaille. On a atteint l'objectif. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère, on avait obtenu 3 médailles à cette époque-là, 3 ou 4 médailles, je ne sais plus. On avait obtenu le quota, donc ils étaient contents. J'ai pas le souvenir qu'on ait analysé ce prochain adversaire. On est en finale olympique. Finale olympique, on doit analyser quand même. On doit analyser l'adversaire là pour tout donner, pour devenir champion olympique, pour essayer de... On ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ambitieux. Parce que nous, Français, on se contente de ce qu'on a. On atteint l'objectif, c'est super, c'est bien. On ne fait pas plus. Alors que, ouais, pour atteindre cet objectif-là, il faut avoir faim. Il faut toujours avoir faim. Il faut avoir envie. Et puis surtout, il faut être professionnel, quoi. Parce que quand on a commencé à obtenir des résultats, on sait comment faire. Et il faut surtout rester constant. Il faut rester constant, focus, mais constant. Et l'endurance, c'est plus dur. C'est-à-dire devenir champion, c'est super, mais garder ces résultats, garder ces titres-là, c'est encore un peu plus dur. Parce que les gens ont les dents longues et ils ont envie de prendre votre place. Ouais. Alors, au-delà de l'équipe de France, Qui a été une véritable expérience enrichissante pour toi. Mais il y a eu aussi, tu as voyagé à travers le monde et il y a aussi le fait de laisser son empreinte quelque part, au-delà des médailles et des coupes et de tout ça, c'est de laisser son empreinte dans l'histoire. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, quand tu as été annoncé dans les journaux de ta médaille olympique, tu avais fait un entraînement juste avant une séance d'entraînement à Cuba et le maire de Besançon avait repris le surnom qu'on t'avait donné à Cuba, c'était El Toro. Voilà, El Toro. Alors ça, c'est quelque chose qui marque quand même dans une carrière, se dire, je suis allé à Cuba et je les ai marqués parce que à Cuba, jusqu'à maintenant, j'ai mon surnom là-bas. Exactement. Ouais. Vous savez, l'objectif pour un sportif de haut niveau, c'est d'être connu et reconnu. Ouais. On a envie tous d'être connus et reconnus. Mais le truc, c'est que quand vous allez parmi les champions et que vous êtes connu et reconnu parmi les champions, c'est une grande satisfaction. C'est-à-dire que vous êtes là et on vous donne des surnoms parce que vous avez marqué les esprits. À Cuba, c'était El Toro. Lorsque j'étais en Russie, pays de l'Est, c'était la machine. Ouais, et quand j'étais en Angleterre, c'était The French Crazy. Ça veut dire qu'à chaque fois là où je passais, je marquais les esprits. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, j'en suis satisfait parce que j'ai pas marqué seulement mon pays, j'ai marqué d'autres nations. Et surtout, j'ai marqué des champions parmi les champions. Donc c'est super, c'est une grande satisfaction pour moi. C'est aussi une forme de réussite, il n'y a pas que la médaille, il n'y a pas que les coupes, c'est au-delà des coupes et des médailles. Et qu'est-ce qu'on laisse comme empreinte? C'est ça, ça fait faire vivre des émotions. C'est ça. Des émotions. On
est là pour vivre des choses trépidantes. C'est-à-dire, on regarde des films d'horreur, on regarde des films d'amour, on vit tellement notre vie par procuration aujourd'hui, si tu as cette vie bien réglée, qu'on ne peut pas ne pas vivre des choses intenses. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes négatives, parce que c'est très facile de mettre une intensité dramatique. Tout de suite, je peux vous faire avoir peur. Alors que vous faire rire, vous faire rêver, ça prend un peu plus. Ça demande un peu plus d'effort. Ouais. Donc, ce que tu disais sur l'objectif des sommets, regardez, on va prendre cette image qui est belle, on décide de monter une montagne, tous les quatre, là, et voilà, on l'a choisi. Alors, on va monter, on crapahute. Qu'est-ce qui nous fait aller là-haut? L'envie. Nos envies nous maintiennent en vie. Si tu n'as pas d'envie, ta vie n'a pas de sens. Donc c'est l'envie de celle-là. Ok, aujourd'hui c'est celle-là. On va la monter, on crapahute, on s'entraîne, on arrive là-haut, on sort notre champagne, on sable, on boit notre jus de fruits. Ok, on va se poser, on prend l'air, on regarde les oiseaux. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire chier. On va se faire chier. Parce que l'être humain, comment peux-tu désirer ce que tu possèdes? C'est là que les difficultés du couple ou des choses, c'est je veux cette eau, j'ai soif, je vais me battre pour l'avoir une fois que je l'ai. Des fois, rien que ça suffit. Alors je vais la boire, je vais la goûter, je vais la partager, puis je vais la poser. Et alors soit là, je me dis, ah, cette eau était bien, ah, c'était la meilleure des eaux, je ne trouverai plus une eau comme ça. Ou là, je peux me dire, mais où est-ce qu'il y a une autre source? Et je peux aller voir aussi. Donc la première chose qu'il faut pour continuer, c'est célébrer. Je ne sais pas comment t'étais toi, moi j'ai connu le sport de haut niveau à 21 ans, 22 ans même, j'ai commencé très très tard. Et moi avant j'allais en boîte, je buvais des coups, je faisais la fête, traditionnellement, donc j'avais l'habitude de faire la fête quoi. J'ai fait les régimes, tout ça, je célébrais. J'étais le premier à souffrir, le premier à trimer, le premier à la salle, le premier sous les barres, le premier au sparring. Et j'étais le premier à faire une blague, j'étais le premier à jeter un seau d'eau sous la douche, le premier à baisser le short de l'autre, à se tailler entre nous, parce qu'il fallait équilibrer. La vie elle est dure. Il y a beaucoup de complicité chez les boxeurs. Regardez la fin du combat, qu'est-ce qui se passe? On se tombe dans les bras, même s'il y a eu trash talking, on se tombe dans les bras. Parce qu'on avait besoin de souffrir, on avait besoin, comme dans ces fictions, où les deux meilleurs amis se battent au milieu du film, au début, et après ils sont super copains. Donc, l'importance de célébrer, on oublie trop souvent. Ah, j'ai fait ça, et ensuite je vais faire ci, et j'ai fait ça, et on fait la vaisselle, et les enfants, et un entraînement. Et quand est-ce que tu t'arrêtes pour célébrer? Nous, les champions, on mesure. Aujourd'hui, tu as fait plus vite. Aujourd'hui, tu as fait ça. Là, tu es plus bas sur ton écart. Là, tu as levé. On a des objectifs mesurables. Ce qui fait qu'on sait où on en est. Qu'est-ce que tu mesures, toi? Tu sais quoi, avant de te coucher, tu fais une fiche là, et marque-moi la liste de tout ce que tu as fait aujourd'hui. Je me suis occupé des enfants. Hein? Tu résumes ça en un mot? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as cuisiné, tu as préparé, tu as été faire les courses, tu as rassuré, tu as répondu, tu as nourri, tu as payé. Regarde le nombre de choses. Et là, ta conscience en toi, elle monte. Sur le côté négatif, regardez comment on va dire « Ah, je suis nul dans ça, on va y passer un quart d'heure. » Est-ce qu'on fait bien? Oh, parfait, rien à dire. Encore les traces de votre éducation judéo-chrétienne à diaboliser la réussite. Donc, célébrer. Et deuxièmement, accepter qu'après cette phase de célébration, que ça soit une crise de rire, que ça soit un orgasme amoureux, ça monte et après, qu'est-ce qui se passe? Ça redescend. Ton cœur fait comme ça, ton cerveau fait comme ça, ta respiration fait comme ça. Et tu aimerais que ta vie fasse ça. Donc à un moment, il y a cette phase de, c'est pas une dépression, c'est quoi la suite? Il y a une phase de l'attente, on défait les studios, on défait les tables, on fait une petite machine, on raconte, on monte les photos, on retourne, et puis là, vendredi, ça nous gratte, j'aurais bien grimpé samedi quand même. Et on retourne, on trouve une nouvelle montagne, une nouvelle équipe. Donc célébrer et accepter qu'après avoir eu, il y a une redescente. C'est normal, puisque c'est ce nouveau manque, ce nouveau besoin comblé qui va en amener un autre, qui va t'amener peut-être plus haut. C'est un élément de croissance, c'est jamais terminé. Merci Aurélien, en tout cas on t'écoute à chaque fois avec passion. Merci. Parce que tu as la manière de mettre des mots sur certains exemples qui sont très enrichissants. Merci beaucoup. Pour t'en dire juste encore une chose là-dessus, si vous écoutez des interviews sur YouTube, allez voir avant 2010, je ne parlais pas comme ça. J'avais 14 kilos de plus, j'avais 40 ans, pourtant je suis mieux en forme, j'ai 50 ans là. J'ai décidé, quand j'ai arrêté la boxe, j'ai dit il faut que je progresse sur quelque chose. Les muscles, je les ai, il fallait que je progresse sur quelque chose d'interne. La méditation et le vocabulaire, ça a changé ma vie. Ralentir et avoir les mots pour ce qui était là et que je n'arrivais pas à dire ou que je taisais ou que je disais avec les poings. Donc un petit challenge, un mot par jour et pratiquez-le. Donc après les médailles et tout ça, ça a été justement de retrouver toi-même pour avoir d'autres objectifs encore et le succès ne s'arrête jamais. Ça n'a même pas été un choix, c'était un élan, tu sais, on va dire quelque chose aussi de particulier. Il y a les développeurs et les créateurs, on va dire les leaders et les suiveurs. Je suis monté dans le train, il y avait des wagons, j'étais très bien, tout le monde n'est pas locomotive.
Tout le monde n'est pas locomotive. Hein. La locomotive, ça pue. Hein. Il n'y a pas de place pour s'asseoir, il n'y a pas de wagon au restaurant, il n'y a personne qui va te demander si tu fais bonne route. Hein. Donc ce que je veux te dire, c'est que des personnes qui ont eu un parcours un peu exceptionnel, quand j'ai arrêté la boxe, 60 KO, 7 titres mondiaux, plein de trucs, un peu de mannequinat, j'étais un peu tout faux, tu flamme, comme je le suis là. Et à la fin de ma carrière, je me suis dit, on va tempérer, on va apaiser. J'ai commencé à faire des séminaires, des conférences, j'ai voulu mettre du sérieux. C'était moi le premier, je m'emmerdais, je me mentais à moi-même. Ouais. Et les gens ne m'écoutaient pas. Et je me suis dit, eh ben, sur le ring, qu'est-ce qu'ils aimaient? Mes coups de pied qui partent vite, mes décalages, mes accélérations, mes feintes, que je surprenais. Et ben, j'ai dit, voilà, sur le ring, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et ben, c'est mon essence à moi, et notamment souvent aux gens qu'on a envie, sur qui s'appuyer, sur qui compter, c'est soit exceptionnel. Donc on dit qu'aux premières lignes, quand ils rentrent de la bataille, on les soigne, on leur donne à manger, et la première chose qu'on va leur donner, c'est une autre mission. Au bon élève de la classe, qu'est-ce qu'on lui donne? Du travail en plus. Tu as fini le premier dans ton entreprise, qu'est-ce qu'on te donne? Du travail en plus. C'est pas ton chef qui te harcèle, c'est pas ton professeur qui te culpabilise, c'est la vie qui te dit j'ai confiance en toi, je mise sur toi. Donc je te donne quelque chose pour te pousser vers le haut. Ah bon. Répondre à la question. Bien sûr, Aline, oui. Pour rebondir sur Aurélien, effectivement, quand c'est comme ça, c'est électrocardiogramme plat, c'est la mort. Donc heureusement que la vie, c'est comme ça. Moi, pour répondre à la question, non, puisqu'on ne me la pose pas. J'allais te la poser, mais Mais oui. tu as anticipé, justement, tu m'as coupé avant. Ouais. Donc Mais là, c'était prévu que je te la pose. je ne vois pas les choses en termes de réussite, mais si je peux dire, ma plus belle réussite, c'est d'aimer la vie, alors que j'ai passé 50 ans à la détester. Et de surtout attendre la mort, en fait. Pendant 50 ans, j'ai passé ma vie à attendre la mort, et là, je suis enfin dans une étape où j'aime enfin vivre. Voilà, donc c'est ma plus belle des réussites, avec son lot d'envie. Et en fait, moi, il m'a fallu être pour faire, et non pas faire pour être. Donc c'est pour ça que c'est pas un travail, c'est pas un labeur, c'est que c'est fluide, que c'est... Et j'espère être une source d'inspiration pour d'autres, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a aucune épreuve qui peut, aussi terrible soit-elle, qui puisse vous empêcher de vous réaliser, de vous épanouir, d'aller sur le chemin de l'accomplissement. Voilà. Et surtout, de faire les choses à votre façon. Trouvez-vous, trouvez votre mode de fonctionnement et votre véritable nature, parce que quelquefois on porte un masque, on porte un costume qui n'est pas le nôtre, juste pour plaire à un tel, quelquefois on en change 50 fois par jour d'ailleurs de costume, et c'est très fatigant. Quand on est soi-même, on a une de ces pêches, on a une de ces dynamiques, on a beaucoup moins besoin de sommeil, c'est toute une hygiène de vie différente, une philosophie de vie différente. C'est que du bonheur en fait. Voilà, comme on voit chez les deux champions là. Donc on a des regards différents, mais au final on se rejoint totalement. Bien sûr. Alors justement, notre émission va toucher à sa fin. On va, si vous avez un mot, un conseil à donner à nos téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce que vous lui diriez, Kadhafi par exemple? Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a envie de réussir mais qui n'a pas forcément les outils ou les clés pour y arriver? Je conseillerais déjà d'avoir confiance en soi. C'est le début de la réussite pour moi. C'est-à-dire que lorsque personne ne croit en vous, déjà, il faut déjà commencer par croire en vous. Déjà, c'est le début de la réussite. Il faut croire en soi. Chez nous, comme je le dis, c'est une question de mentalité. La mentalité chez nous, on a tendance à toujours dire les choses, mais avec modestie. On n'affirme pas. Alors qu'aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, ils affirment et ils disent les choses. Si nous, on venait à le dire, on passerait pour quelqu'un de prétentieux. Et donc, cette mentalité-là, il faut un peu la mettre de côté. Moi, lorsque je montais sur le ring, j'étais sûr de gagner avant même de monter. Mais je ne le disais pas. Je ne le disais à personne. Mais j'étais sûr au fond de moi, je vais gagner, c'est sûr, je vais le tuer lui. Tu vois? Mais je ne le disais pas parce que ce n'était pas français. C'était pas beau, ça ne parlait pas. Donc, il fallait le garder en soi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut être sûr de ses qualités. Et puis, même quand on n'est pas sûr, on travaille. L'objectif, il est là. On travaille afin de se développer. Et je pense que lorsqu'on est sûr de soi et qu'on a confiance en soi, on peut grimper les montagnes sans problème. Alors justement, je vais continuer sur ce que tu viens de dire.
Faut aussi. Hein, Aurélien, hein, je parle aussi sous ta surveillance et sous celle de Aline, mais quand Surveille, surveille. C'est pas quoi, mais tu me dis quoi, hein. Moi je surveille. Alors justement, quand on se fixe un objectif et qu'on veut y arriver, on doit être sûr de ses compétences, il faut aussi s'écarter de ceux qui vous diront tu n'y arriveras pas, laisse tomber, c'est pas la peine, c'est pas fait pour toi. Toutes on va dire ces conseils négatifs qui font que c'est finalement les propres limites de cette personne qui nous envoie ces conseils, en fait, qui nous les projette vers nous et qui tente de nous freiner. Mais il ne parle pas de vous. Mais c'est naturel, ça se fait très naturel. Moi, aujourd'hui, je côtoyais des personnes qui avaient rien à voir avec le sport de haut niveau. Mais ça se fait très naturellement. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas fait le choix de les quitter. Par mon parcours, je les ai quittés. Parce qu'ils n'avaient rien à voir avec ce que je voulais faire. Ouais. Ce qui fait que ça s'est fait, pour ma part, Ouais. ça s'est fait naturellement. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de point commun entre eux et moi. Ouais. Moi, mon point commun, c'était le sport, et puis je rentrais à la maison. Il y avait une histoire d'éducation qu'on parlait tout à l'heure. Maison, éducation. Eux, à un moment donné, ils s'écartent. Il n'y a pas de sport, donc ça s'écarte un petit peu. L'éducation, ça s'écarte encore plus. Puis à un moment donné, on ne les voit plus à l'horizon. C'est-à-dire que moi, je suis la tête dans le guidon, je file tout droit, alors qu'eux sont partis, on choisit un autre chemin. Je reprendrai Un petit conseil pour donner à nos téléspectateurs et téléspectatrices, que me dit souvent ma maman, cavale, cavale, cavale. Ne regarde pas sur les côtés, cavale, cavale, cavale. Donc n'aie pas peur, voilà. C'est ça, avance, fixe-toi. Toi, ton objectif et conseil, sur moi, elle doit sûrement nous regarder, ma maman que je salue, qui nous dit, voilà. Merci. Aline, un conseil pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui souhaitent réussir. Faites-le pour de bonnes raisons, vous-même, pas pour les autres. Parce que les autres, ils ne vont pas vous y encourager, ils vont encore moins vous féliciter. Donc, idéalement, ce n'est pas pour la reconnaissance qu'on fait les choses. Elle s'accueille, la reconnaissance. Mais idéalement, ce n'est pas pour l'avoir, parce que ça peut être douloureux. Sinon, d'évoluer. Lorsqu'on fait juste les choses pour les faire, parce que c'est un élan de notre part, c'est pas douloureux, c'est vraiment que du bonheur. Et c'est facile d'avancer. Tout s'ouvre devant nous. Et les étapes se franchissent sans qu'on s'en aperçoive. C'est pour ça, quand on me dit, avec le parcours que tu as, c'est vrai qu'il n'y a que depuis 3 ans que j'ai découvert ma voie. Oui, quand je regarde de l'extérieur, mais je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte puisque je vise rien et que je n'ai pas fait les choses exprès ou pour quelque chose. Voilà, c'est faire les choses inconditionnellement, pour les faire. Ça se fait naturellement. Complètement. Comme disait Kedafi, c'est faire les choses naturellement. Oui, puis, complètement. Puis sans calcul. Voilà, sans aucun calcul. Merci beaucoup Aline. Aurélien, je dois un conseil pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ouais. Je dis normalement on doit dire l'inverse, c'est normalement les femmes au début, c'est pas grave. Résumé, et là je me sens tellement bien, j'avais envie de partager tellement de choses, il y a plein de choses qui se bousculent, parce que le mot de la fin il est important. Déjà un grand merci d'avoir écouté, d'avoir été jusqu'à là, d'avoir permis ce moment, j'ai hâte de voir les commentaires et souvent de rentrer en relation avec des personnes, c'est très intéressant. La première chose que je voudrais dire c'est aime-toi quand tu es mauvais ou mauvaise, c'est là que tu en as le plus besoin. Arrêtez de vous flageller. Arrêtez, on est la seule espèce qui font ça. Les pigeons, les ornithorynques, les rats d'égout font pas ça. On est les seuls à j'ai raté, j'aurais dû faire ci. Rate, plante-toi. Pour pousser, on est des graines. Pour pousser, il faut se planter, il faut commencer par ça. Alors, regarde ton passé, il y a 3 choses qui te polluent. C'est ton passé, donc ton histoire, l'image que tu as de toi et où est-ce que tu veux aller. Regarde ce passé, dis-toi, il m'a construit, les manques m'ont donné ma force. Ça peut aller très très vite, vraiment, ce travail-là de nettoyer ça. Et toi, cesse de te culpabiliser. Je suis responsable. Je sais me mettre dans la merde. Je sais m'attirer les mauvaises personnes. Je sais réussir à échouer. Mais c'est de la lumière. Faire de la merde, ça demande de l'énergie. Être malade, non mais être malade, ça demande de l'énergie. Vivre une relation difficile, j'étais 23 ans avec la mère de mes enfants que j'embrasse là, c'était très très dur. Ça demande une énergie inconsidérable. Les plus souffrants, vous êtes les plus forts. Ouais. Quand moi je marchais avec mon plâtre, je pensais que j'étais faible.
J'ai eu 14 plâtres quand j'étais enfant avant de faire du sport. Mais je me rends compte que je marchais avec la classe et eux n'avaient pas de plâtre. Et on arrivait au même endroit, donc qui était le plus fort en vérité? Donc cessez toute forme d'auto-flagellation. À la masse de la neutralité, ne t'encourage pas, ne te félicite pas, mais sois plus juste avec toi. Ça c'est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est trouve ta faille. Vous avez vu ce soir, tu l'as dit, vous aimez ma manière de parler, vous aimez mon éloquence, vous aimez ma grande gueule. Eh bien, tu savais qu'il y a encore quelques années, cette grande gueule, il y a 2 ans, elle m'a fait virer de la chaîne L'équipe. Cette grande gueule, elle m'a fait virer de l'armée. Cette grande gueule, elle m'a fait virer de l'école, elle m'a fait virer du lycée, elle m'a fait virer de plein d'emplois où on me disait « Duhart, taisez-vous ». Et j'ai voulu taire ça, ma capacité à moi de parler. Rappelle-toi que toi, t'en as une. Et le jour où j'ai décidé « Ok, j'assume ça ». Et au lieu de mettre cette parole au service de la haine, de la division, au lieu de mettre cette force au service de mes profits à moi, mes besoins et ma petite vie, je vais mettre cette force au service de ce qui m'anime et ce qui me fait du bien. Donc ce travers, ce défaut, cette tare, ce qu'il fallait que je taise, comme disait Coluche, jusqu'à 18 ans, j'ai cru que je m'appelais Silence, hein. Ce fameux qui nous fait chuter, vous aimez que vos gamins chutent, ben, j'ai pris conscience que waouh, c'est ça mon talent. Alors maintenant, je vais juste parler à ceux qui ont envie de m'écouter, il y a même des gens qui payent pour ça. Donc fais l'inventaire ce soir-là. Qu'est-ce qu'il y a chez toi? C'est quoi ta fragilité? C'est quoi ce truc que tu n'aimes pas? C'est 50% de toi dont tu te prives. C'est ta particularité. Je voudrais donner 1 ou 2 exemples pour rassurer. Si par exemple, tu es quelqu'un comme moi de très dépensier, tu es quelqu'un de très généreux, tu vas organiser et tu as besoin de t'associer avec un comptable, tu as besoin de t'associer avec quelqu'un qui justement lui sera un petit peu pingre. Si tu es pingre, mais parfait. Moi, je monte un business avec toi, tu vas m'assurer de mettre de l'argent de côté et je vais t'apprendre de temps en temps à payer un verre. Si par exemple, ça, complémentaire. Si par exemple tu es une femme très extravertie, très belle, ben c'est parfait. Apprends aux femmes introverties qui n'ont pas confiance en elles, qui ne savent pas faire plaisir à l'homme qu'elles aiment ou l'attirer, à devenir ça. Et puis toi, tu apprendras parfois qu'avec certains hommes ou certaines situations, c'est bien aussi de se poser un petit peu, d'être plus discrète. Si comme moi, tu as de la force, au lieu de te battre avec ton père dans le salon, au lieu d'aller dans le quartier qui a la plus grosse, qui a niqué le plus de meufs, ou qui a la plus grosse voiture, utilise cette force pour sortir de ta mère de sa condition. Va faire du soutien scolaire, va donner des cours de crossfit gratuits. Les gros de ton village qui mangent des grecs, va les chercher à la sortie du grec et tu leur dis venez avec moi, on va faire des tractions. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de mal chez toi, la vie n'a rien de mauvais en toi. Il y a une fragilité, une faille que tu n'as pas explorée. Et c'est là que se trouve une grosse partie de ta force. Alors Aurélien, c'était pas le mot de la fin, c'était le bouquin de la fin. Merci. Voilà. Donc en parlant de bouquin, Aurélien, tu nous as ramené un cadeau. Voilà, un cadeau pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ce soir, tu as décidé, je vais te laisser l'annoncer. En quelques mots, hein, parce que là, l'émission touche vraiment à sa fin. C'est un petit recueil de textes, quelqu'un qui a écouté 30 heures de mes conférences et qui a sorti un peu les punchlines et on les a remodelés pour faire une succession de textes sur les relations hommes-femmes, l'amour, la sexualité, l'argent, tout ce qui est un peu tabou, avec beaucoup de poésie, beaucoup de douceur. Et donc je propose de le faire gagner. Donc on pourrait demander le premier téléspectateur qui nous donne la date où Kadhafi a été champion du monde pour la première fois. L'année, ok, on ne leur demande pas la fédé, juste l'année. Hein, l'année où Kadhafi, le premier qui répond, on lui fera parvenir le livre. Ou, voilà, c'est très bien. Super, voilà. Voilà, donc le jeu est lancé. Alors le premier téléspectateur ou téléspectatrice qui trouvera l'année où Kadhafi Djelkir était champion du monde, il gagnera le bouquin de Aurélien Duhart. Voilà. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous, merci beaucoup, merci aux invités d'avoir participé à cette émission, merci d'avoir répondu présent en cette période un petit peu compliquée, hein, cette période de confinement, mais on a pu organiser cette émission justement pour vous donner à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, cette envie de pouvoir accéder au succès, quelques clés, quelques outils. Donc continuez à nous suivre sur Media Business Center et la prochaine émission, ça sera mardi prochain à 19 h, bien sûr, pour une nouvelle émission dans laquelle on continuera à partager tous ensemble. Merci pour votre fidélité, une excellente soirée à vous et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous d'être heureux en famille pendant cette période de confinement. Merci beaucoup. Vous étiez nombreuses et nombreux à bénéficier de l'offre de lancement de Media Business Center. Je tiens à vous remercier personnellement pour tous vos retours positifs concernant cette vidéo. Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier d'une vidéo de présentation courte face caméra de votre entreprise, contactez-nous dès maintenant car l'offre est valable jusqu'à la fin de cette
année. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère, pour votre prochain créneau de tournage.